prépare donc les futurs responsables de communication des ONG, mais également dans les fondations d'entreprises ou même des responsables RSE, mais spécifiquement communication autour des projets de solidarité. Et pour élargir le cadre et pour préparer donc nos futurs étudiants de master, avec Resacop, depuis déjà 5 ans, c'est la 6e année l'année prochaine, on a organisé cet exercice qui est dédié aux étudiants de 3e année de licence, donc les plus petits. Et dans le cadre de cet exercice, qui répond à plusieurs objectifs pédagogiques, la situation elle est relativement simple au départ, c'est qu'on va mettre des groupes d'étudiants en contact direct avec des structures associatives pour travailler autour des questions de la communication, de leur communication. Et donc, à partir de cette idée-là, nous avons construit un dispositif dans lequel les associations sont impliquées au même titre que nous, les enseignants, que Resacop comme structure fédératrice ou comme les étudiants. Donc, c'est un coprojet conçu de cette manière-là. Donc, nos objectifs, c'est tout d'abord faire découvrir à nos étudiants le domaine de la solidarité. Il me semble important de les motiver par cette connaissance-là, par le contact direct avec des associations, pourquoi pas provoquer des engagements, provoquer entre guillemets, ou de cultiver chez eux cet engagement qui peut aussi se décliner dans le domaine professionnel. Donc, du coup, on va découvrir le domaine de la solidarité en général, de la solidarité internationale en particulier, avec bien entendu un accent sur la communication dans ce domaine-là, qui a des spécificités. Pour nous, la communication solidaire, c'est une communication qui a des spécificités qui doivent être mises en œuvre pour ne pas confondre la communication des associations avec la communication d'entreprises, par exemple, où voilà, donc on fait bien la différence entre les deux et on insiste avec les étudiants sur les spécificités de cette communication-là. Donc, pas en dernier lieu, l'objectif de cet exercice, c'est de construire un espèce de laboratoire d'idées autour de la communication solidaire, parce que nous pensons que ce domaine-là spécifique est un domaine en plein essor, en plein réinnovation ou innovation, qui bouge énormément et que nous souhaitons suivre de plus près, aussi bien à l'aide des associations, des structures. Nous avons besoin, dans notre logique pédagogique, de savoir quels sont les besoins en termes de communication des associations, des ONG, pour pouvoir mieux préparer nos étudiants à remplir des responsabilités, des missions, des tâches dans le cadre de leur emploi futur. Donc, dans ce sens, nous pensons qu'il y a des enjeux aujourd'hui de la communication solidaire qui sont un peu communs à tout type de structure, que ce soit une petite association, une grande structure, bien sûr, à des niveaux différents. Et parmi ces enjeux, je vais commencer par l'idée de professionnalisation de la communication, de la fonction communication dans les associations. Pourquoi? Parce que ce qui est spécifique dans la communication solidaire, c'est ce lien très direct entre action et communication. Et il nous semble que, à la différence de la communication d'entreprise, communication commerciale tout simplement, le lien entre projet et communication est beaucoup plus fort et fondamental même pour le déroulement des activités et des projets. Donc cette professionnalisation doit se faire avec beaucoup de soin pour ne pas passer justement à des pratiques de communication trop agressives, trop marketing entre guillemets, ou dénuées d'une dimension éthique.
et nous insistons sur cette professionnalisation tout en prenant en compte la dimension éthique de l'activité de solidarité. Cette professionnalisation passe par l'invention, la réorganisation des structures, par, trouver des moyens pour avoir des vrais postes de responsables de communication. Ce n'est pas encore le cas pour tout le monde, mais on a aussi des structures dans lesquelles maintenant le service communication prend une place très importante dans l'organisation générale. Cette professionnalisation passe par une identification des besoins en termes de communication, une identification interne de qu'est-ce que je veux faire en communication, comment est-ce que la communication peut accompagner ma stratégie de développement ou d'action, et ainsi de suite. Par l'identification des compétences spécifiques. Quelles sont donc les compétences dont l'organisation a besoin, l'organisation de solidarité a besoin pour mettre en place des activités de communication. Donc cette professionnalisation, encore une fois, ne devrait pas se passer au détriment de l'engagement, au détriment des vraies valeurs qui sont portées par l'association, par la structure, et bien entendu en même temps par la communication qui est en premier lieu une forme de discours de signe de l'identité de l'organisation dans l'espace public. Et ça, c'est très important. Dans ce cadre-là, également, nous pouvons parler d'un besoin des structures à développer des partenariats. À développer des partenariats parce que de plus en plus, vous le savez très bien, les projets sont aujourd'hui des multi-projets, en fait, dans lesquels les structures sont amenées à travailler avec des acteurs divers et variés dans le domaine public, dans le domaine économique et ainsi de suite. Et tout cela passe également par des pratiques communicationnelles qui sont très importantes. Savoir comment adapter le discours pour parler à une entreprise, par exemple, c'est une vraie thématique autour d'un projet de solidarité. Comment adapter le vocabulaire? Parce qu'assez souvent, on se comprend pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Et ça c'est aussi une question de communication qui nous semble importante, un vrai enjeu aujourd'hui. On ne peut plus faire des projets de solidarité tout seul. On doit avoir des partenaires et donc, du coup, on doit savoir communiquer avec eux et avec eux autour du projet, mais avec eux aussi vers l'extérieur. Et un autre enjeu concerne la communication pour la collecte de fonds. On sait aujourd'hui, de plus en plus, les structures sont confrontées à ce besoin de fonds pour pouvoir pour pouvoir réaliser les projets. Donc ça devient l'argent, non, ça ne devient pas, ça l'était toujours le nerf de la guerre, mais les subventions diminuant drastiquement, bien sûr que les structures sont confrontées à cette question de diversification des sources de financement. Et cela passe également par des stratégies de communication collecte de fonds. Encore une fois, cette communication, elle est la plus périlleuse, entre guillemets, pour les structures de solidarité parce qu'elle ressemble le plus à la publicité commerciale. Et donc, c'est là où le risque d'oublier les questions éthiques est le plus important. Et finalement, un quatrième enjeu, c'est la numérisation, c'est-à-dire l'existence d'un espace public numérique aujourd'hui qui passe plus particulièrement par les réseaux sociaux. C'est difficile, c'est une communication difficile, même si au premier abord, elle peut paraître simple. C'est une communication difficile, c'est une communication qui nécessite beaucoup de moyens. Beaucoup de compétences également. Et peut-être est ici, effectivement, l'exercice avec Resacop, ce TD pratique, peut apporter beaucoup parce que les jeunes aujourd'hui ont cette capacité, cette facilité à penser
communication numérique, communication réseaux sociaux, qui est pratiquement innée déjà, hein. Donc, on est dans des générations qui font ça de manière très intégrée, hein. Donc, voilà. Et donc, ça aussi, je pense que on peut avoir des échanges intéressants entre les étudiants et les structures sur qu'est-ce qu'un réseau social, comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux, comment ne pas faire des erreurs sur les réseaux sociaux, quelle est la spécificité de la communication solidaire sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour laisser Amélie sûrement donner plus de détails sur l'exercice en soi, sur l'organisation, mais je reste bien entendu à votre disposition pour continuer nos discussions sur les enjeux de la communication de solidarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dana. Donc, on pourra après, voilà, à la fin, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Dana ou aux autres intervenants. Donc, ouf, j'ai récupéré ma connexion, donc ça va être un peu plus confortable. Donc, pour commencer, je vais faire participer un petit peu ce que j'avais prévu en tout début de séance, mais ce n'est pas grave. Voilà, du coup, Dana vous a donné quelques indices, mais vous allez pouvoir peut-être avoir aussi d'autres idées. Donc, j'ai préparé un petit nuage de mots. Si vous pouvez donc voilà, compléter. La question est assez simple. Cette première question, c'est qu'est-ce que la communication pour vous en un mot? Donc, pour voir un peu, voilà, aujourd'hui, à quoi vous pensez quand on vous dit communication? Voilà, je vous laisse regarder. N'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis. Donc, je partage un peu mon écran. Donc, on a échangé, échange, message, idée, mobilisation. Est-ce que vous avez des soucis, non, peut-être pour accéder? Bon, ben on va rester donc sur ces mots-clés. Vous pouvez toujours contribuer, puis je referai peut-être à la fin de la séance, avant les échanges, un petit schéma sur ces… Donc, c'est des messages assez intéressants, effectivement. Donc, on est vraiment dans la communication qui est au service de la solidarité internationale sur ces messages. Donc, moi, je voulais introduire, avant de vous expliquer un peu plus en détail les aspects, surtout pratiques, et de comment se déroule ce partenariat. Donc, plus de façon pragmatisme. Dana vous a un peu expliqué le concept et le fond et les objectifs pédagogiques. Et moi, je voulais juste dire quelques mots sur ce travail que nous avons entrepris à RESACOP, cette réflexion donc, depuis plusieurs années, notamment donc, sur la communication en termes d'ouverture à des nouveaux publics, mais aussi en mettant en place des formations communication pour vous aider donc, à pouvoir utiliser les outils traditionnels en communication et surtout les nouveaux outils comme les réseaux sociaux ou les sites Internet.
Et puis aussi, cette réflexion, et notamment grâce aussi à cet exercice qui nous a permis chaque année d'ajouter des éléments à ce concept de communication, et ce concept de communication dans le cadre, enfin, au service de la solidarité internationale. Cet exercice, c'est avant tout un échange pour les étudiants, et c'est là toute la richesse de l'exercice, et c'est aussi les retours qu'on a à la fois des étudiants et des structures. C'est vraiment cet échange qui est très enrichissant entre des étudiants donc, qui ont des compétences, en tout cas qui sont naissants dans la profession, et qui ont des compétences encore à pratiquer, mais qui ont des connaissances, en tout cas, dans ce domaine-là. Et notre milieu de la solidarité internationale, qui est évidemment pas un milieu marketing, en tout cas qui ne se veut pas comme ça, et qui est aussi un milieu où justement il y a sûrement des besoins, comme disait Dana, de professionnalisation en communication, mais qui a aussi des valeurs très importantes, des valeurs d'échange entre personnes, et des valeurs d'humanité qui sont quand même très présentes. Et cet échange entre ces valeurs et ces compétences en communication, bah, ça permet vraiment d'évoluer des deux côtés pour voir la communication un peu d'une autre façon, et de pouvoir être nous-mêmes acteurs et responsables de la communication au service de la solidarité internationale, c'est-à-dire agir pour une autre communication, une communication qui est plus, comme le disait Dana, qui est plus en relation avec les valeurs et l'éthique qui me semble que chacun d'entre vous promeut dans ses actions, les valeurs d'interculturalité. Donc, on a eu des projets avec les journalistes, et puis ensuite des projets où on a aidé des structures, on a soutenu des structures pour qu'elles mettent en place des reportages ou des actions de sensibilisation. Et il y avait un critère qui est ressorti très important dans ces projets, c'est donner la voix aussi aux personnes dites du Sud, donc à nos partenaires, pour leur donner la parole, pour aussi, il me semble que chacun d'entre nous souhaite aussi montrer que sur ces territoires, il y a des personnes qui ont des points communs avec nous, qui sont des professionnels, et voilà, leur donner cette voix était un point important à développer aussi auprès de tous les publics pour une meilleure compréhension de notre milieu. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui me semble importante à souligner. Après, voilà, tout ce qui est compréhension en fait des enjeux joués sur la pédagogie, plutôt que sur le côté plus convaincre à tout prix les gens, mais surtout expliquer, informer. C'est aussi des rôles qui se retrouvent assez fréquemment dans les organisations que vous avez. Donc, c'est aussi des enjeux qu'on retrouve dans cet exercice que je vais vous présenter très rapidement. Je ne vais pas être plus longue, mais je pense que nous pourrons continuer cette réflexion, en tout cas avancer avec les prochains postulants au partenariat proposé. Donc, je vais vous expliquer très rapidement le partenariat. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Après, c'est des explications qui seront plus détaillées en septembre aux personnes qui souhaiteront vraiment s'impliquer dans le partenariat, dans le dispositif. Donc, je vous partage un petit PowerPoint. Donc, remettre un peu le principe, donc de permettre aux associations d'améliorer leurs outils et pratiques en communication, bien sûr, parce qu'il y a évidemment des choses très concrètes dans cet exercice d'amélioration d'outils, d'apprentissage, d'utilisation de réseaux sociaux, voilà, selon le niveau de chacun.
il y a des applications très concrètes et de permettre aux étudiants, donc comme je disais aussi, de se mettre en situation professionnelle et de découvrir le secteur de la solidarité internationale. Donc, on travaille en fait sur 3 axes, 3 groupes d'étudiants qui sont le premier axe, les questions générales de communication institutionnelle qui concernent plus la stratégie de communication et comment vous voyez, quelle vision vous avez de la communication dans votre organisation et, dans vos actions en fait, comment vous souhaitez mettre en valeur vos actions. Ensuite, les formes de communication plus pour le financement, comme l'a notifié Dana, donc plus sur les types de demandes de financement que vous souhaitez, donc la collecte de fonds, bien sûr, le crowdfunding, euh, euh, mais aussi d'autres types de formations. Donc, vous pouvez travailler ces formes de communication sur cet axe 2. Et l'axe 3, qui est plus sur le développement de partenariats, où là aussi, il est important de penser voilà, à sa communication, comment on communique avec les partenariats, quel type de partenariat on va rechercher pour que ce soit en adéquation avec notre projet. Amélie, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que ce serait Bien sûr. possible de mettre en plein écran parce que c'est un petit peu petit? Ah, pardon. Donc, bah, ça tombe bien, c'est le diapo le plus important vraiment à voir. Alors, je vais… Super, merci. Merci Clémence. Donc, un peu la timeline de cet exercice qui est donc d'octobre à décembre avec une date clé qui est le vendredi 17 septembre au matin. Donc là, on vous demande d'être sur place en fait à Bron. Donc sur place à Bron pour présenter en fait votre structure et les missions que vous proposez aux étudiants. Avant le 17 septembre, il y aura une séance d'information à distance et voilà, une petite préparation, donc ce que vous allez présenter aux étudiants. Fin septembre, donc les groupes d'étudiants vous seront attribués et vous pouvez commencer les échanges avec le chef du projet. Début octobre, vous transmettez votre dossier, les éléments, et vous établissez une note de mission suite aux échanges avec les étudiants qui sera cette année validée par chaque partie parce qu'on s'est aperçu que la validation de cette note pouvait vraiment aider dans le suivi du travail après et dans le fait qu'il y ait une bonne compréhension entre pour le travail, les missions demandées, le travail demandé. Fin octobre et fin novembre, donc 2 ateliers à distance. Mi-décembre, la réception du travail et fin décembre, début janvier, la présentation des travaux par les étudiants. Donc évidemment, c'est une timeline qui sera plus précise en début d'année, mais pour vous donner un aperçu donc, de comment ça se passe, voici les différentes étapes. Voilà, et comme évidemment, j'ai un peu oublié de détailler ça en début de séance, puisque normalement, je détaille le programme, mais j'ai été un peu perturbée, j'avoue, un peu paniquée par cette coupure de connexion. Je vais donner la parole maintenant, donc on va avoir en fait 2 témoignages. Un premier témoignage donc, de Guillaume Guichon de Agir ensemble pour les droits de l'homme qui a participé cette année à l'exercice en direct. Et puis un deuxième témoignage en vidéo qui est de Ensemble pour Techo et qui nous parlera aussi de son expérience cette année avec les étudiants. Je vous remercie et je vous remercie beaucoup de votre compréhension parce que voilà, ce n'est pas évident et, étant donné comment s'est passé le début de la réunion pour moi. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je passe la parole à Guillaume. Merci.
Merci et bonjour à toutes et tous. Du coup, moi, je suis Guillaume, je suis chargé de communication chez Agir ensemble pour les droits humains et non pas Agir ensemble pour les droits de l'homme comme ça a été annoncé. Mais c'est bien parce que ça me permet de faire un petit récap sur le contexte. Nous, on a changé de nom en septembre 2020. On était Agir ensemble pour les droits de l'homme. Maintenant, on est Agir ensemble pour les droits humains. Derrière ce changement de sémantique, il y a un vrai engagement, c'est délibéré, c'est militant et c'est au plus près de nos valeurs finalement, des valeurs de notre association. Et en fait, en septembre 2020, on a changé de nom, mais on a aussi changé de plateforme de marque. C'est-à-dire qu'on a changé d'identité visuelle. On a eu une nouvelle charte graphique, une nouvelle stratégie de communication et un plan d'action 2020-2022 qui est très complet, très ambitieux. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous, on a été accompagnés du coup par les étudiants de L3 Infocom à partir de octobre 2020. Donc pour nous, ça tombait vraiment à pic parce qu'on avait besoin de prendre du recul justement sur les objectifs qu'on s'était fixés, sur les outils qu'on avait déjà mis en place et de faire un peu le point sur notre stratégie de communication, somme toute, d'avoir un regard un peu neuf sur les outils et la stratégie mise en place. Donc, comment ça s'est passé? Nous, on a fait une proposition aux étudiants et aux étudiantes, évidemment, pour lancer les travaux sur les 3 axes de travail qui ont été présentés, au préalable. Mais dans un premier temps, on a surtout essayé de créer un échange avec, donc la chef de projet, mais aussi, dans la mesure du possible, avec d'autres étudiants et étudiantes qui faisaient partie du groupe, de travail. Et surtout, on leur a demandé de se familiariser avec, notre stratégie de communication, donc qui était toute neuve, et avec nos nouveaux outils pour faire un peu l'état des lieux de l'existant et identifier aussi de notre côté comme de leur côté les besoins et les thématiques sur lesquelles il fallait travailler. C'était aussi un peu important pour nous et pour moi particulièrement parce que j'avais besoin de savoir si les étudiants et les étudiantes avaient des affinités particulières, des sujets de prédilection et des compétences particulières qui pouvaient mettre au service justement de ce travail collaboratif. Donc ensuite, on a fixé, ensemble, donc on a déterminé 3 axes de travail, un peu plus précisément, en reprenant justement les axes de travail, du dispositif. Donc en premier sur la communication institutionnelle, nous, on a demandé, de faire des préconisations sur l'utilisation des réseaux sociaux et plus particulièrement sur l'utilisation d'Instagram. Moi, il faut savoir que j'ai beau être jeune, je suis pas très, génération réseaux sociaux et c'est peut-être le comble pour un chargé de communication, mais justement, j'avais envie de bénéficier un peu de ces forces vives et de l'intérêt des étudiants et des étudiantes pour cette modalité de communication, donc les réseaux sociaux, etc., et plus particulièrement Instagram, pour pouvoir faire des recommandations. Et donc, on a travaillé sur Instagram, mais aussi sur la vidéo. Ensuite, sur le deuxième axe de travail, donc, qui était lié à la communication pour la recherche de financement, pareil, nous, on avait une problématique, c'était on était en période de confinement, il me semble, et en tout cas de contexte sanitaire avec distanciation sociale et nouvelles modalités de travail. Et donc, du coup, nous, il y avait la levée de fonds et la manière dont on se présentait se faisait beaucoup sur des événements, des salons, des forums. Là, c'était plus possible et du coup, on avait besoin d'un accompagnement spécifique pour savoir comment mettre en place des campagnes de levée de fonds, sur les réseaux sociaux. Et enfin, la dernière modalité de travail, c'était le partenariat. Donc nous, on a travaillé sur comment développer notre ancrage territorial, parce que pour nous, c'est assez important. On est une organisation de solidarité internationale, donc on a beaucoup de partenariats pluri-pays, pluri-acteurs aussi, notamment en Afrique centrale, en Amérique latine, etc. Mais on avait aussi besoin de s'ancrer à Lyon pour se faire connaître à Lyon, parce que derrière, des enjeux notamment de relations presse, mais aussi de communication institutionnelle. Et donc, du coup, on leur a demandé 2 choses, de travailler sur notre cible, justement, de partenariat et de travailler sur les modalités de contact de ces potentiels partenaires. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps de l'objectif des missions qu'on s'était fixées, mais finalement, pour faire un retour un peu sur ce que ça a donné in fine, le travail, il a pris la forme d'un dossier écrit. C'était la consigne qui avait été donnée, il me semble, par l'équipe pédagogique aussi de l'Institut de la communication, et donc forme de dossier écrit avec des propositions de visuels. Ce qui était très important pour nous, c'était de fixer déjà une réunion de «cadrage» entre guillemets, au tout début, du processus pour créer ce lien avec les étudiants et les étudiantes et ensuite, peut-être que ce qu'on n'a pas assez fait, c'est de programmer des temps de suivi et pas uniquement avec la ou le chef de projet. On a à un moment donné, on a fait une réunion en fait sur Zoom comme on est maintenant réunis, avec, plusieurs participants du groupe et c'est bien parce que ça a permis un plus de partage d'expérience et plus de fluidité dans les échanges et une meilleure compréhension finalement des enjeux pour nous et pour les étudiants et les étudiantes. Ce que je dirais aussi, c'est que, il faut bien réfléchir, je pense, en amont, de cet échange avec les étudiants et de notre côté, on a bien identifié les besoins spécifiques qu'on avait au sein de notre structure et il fallait aussi définir bien les livrables, c'est-à-dire ce qu'on attendait concrètement des étudiants, ce qu'on attendait qu'ils réalisent en fait dans le cadre de ce partenariat.
Après, sur les atouts, les inconvénients, les richesses et les limites finalement de ce partenariat, nous, ce qu'on a retenu surtout comme richesse, c'était vraiment d'avoir une prise de recul. Nous, et moi en tout cas, je suis chargé de communication à 50% dans la structure et à 50% je suis sur les projets. J'ai la tête dans le guidon, je n'ai pas le temps de prendre du recul sur nos outils de communication, sur nos modalités de communication et de mettre en place des plans stratégiques. Et donc, là, ce qui était bien, c'est d'avoir un regard un peu neuf, des personnes qui prenaient du recul et qui se permettaient de faire des préconisations, des recommandations, de pointer ce qui allait et de pointer aussi ce qui n'allait pas. Et donc ça, c'était assez intéressant. Les richesses aussi, c'était l'accompagnement sur des points spécifiques et donc du coup, en lien avec des personnes qui maîtrisent très bien, par exemple, les nouvelles technologies de la communication et les nouvelles technologies tout court, que ce soit sur le montage vidéo, sur le visuel, le graphisme, les réseaux sociaux, etc. Et enfin, ce qui était intéressant aussi, c'était que c'était un véritable échange avec les étudiants et les étudiantes. Sur les limites, ce n'est pas vraiment des limites, c'est plus des conseils, d'une certaine manière, des préconisations. Déjà, la première chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas considérer que les étudiants et les étudiantes sont des prestataires. Ce ne sont pas des prestataires, ils ne sont pas là pour créer des vidéos ou refaire votre site internet. En tout cas, nous, ce n'était pas comme ça qu'on abordait ce travail avec les étudiants et les étudiantes. Et je pense que c'était important de les considérer un peu plus comme un rôle de conseiller, audit, je ne sais pas trop comment définir ça. Donc voilà, après ce qui a été un peu limitant dans cet échange, c'était le travail à distance, évidemment, on s'en doute, mais c'est pas très original hein, de dire ça, n'est-ce pas? Mais on a su quand même créer des espaces d'échange avec des réunions régulières par téléphone, sur Zoom et des échanges par mail, et c'est très important d'y penser. Après, peut-être qu'une limite, effectivement, c'est le différents niveaux d'implication des étudiants et des étudiantes. La chef de projet, en l'occurrence, était très active, on se contactait très régulièrement. On n'avait pas beaucoup de contact avec les autres, les 9 étudiants qui faisaient partie du groupe de travail, ce qui s'explique aussi par le fait qu'ils avaient besoin en interne de s'organiser et d'avoir une personne qui avait le lead et qui était le point de contact avec la structure. Et puis nous aussi, de notre côté, ça nous permettait de ne pas être trop sollicités. Mais je conseillerais quand même d'avoir des temps d'échange avec l'ensemble des membres du groupe, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on a eu ce temps d'échange avec l'ensemble des membres du groupe, qu'il y a une meilleure compréhension des enjeux et de notre stratégie de communication et de notre structure aussi, une meilleure connaissance. Voilà. Et après, une limite aussi, c'est que bon, on s'adresse à des étudiants de troisième année de licence qui ne sont pas familiers ou pas familières avec le milieu de la solidarité internationale, et parfois ça peut être un peu limitant parce qu'ils ne connaissent pas trop le secteur ONG, OIG, les relations partenariales internationales, etc. Donc ça, c'était un peu limitant, mais c'est aussi le but du partenariat, c'est que nous, on puisse apporter des choses aux étudiants et aux étudiantes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il me semble que j'avais 10 minutes, donc je pense que je ne suis pas loin des 10 minutes. Et voilà, je suis disponible s'il y a des questions. C'est très bien, merci beaucoup Guillaume. Je pense que ça complète bien la présentation et merci donc pour tous ces conseils, ces bons conseils pour ceux qui souhaiteront participer. On va passer donc directement, donc on va vous faire voyager un petit peu. Enfin, c'est Ensemble pour Techo qui nous fait un peu voyager, puisque Inès Yabar, qui s'est occupée donc de ce partenariat cette année, du projet avec les étudiants, est au Pérou. Et au Pérou, c'est un peu tôt là ce matin. Donc, ce qu'elle m'a proposé plutôt, c'est de faire une petite vidéo pour vous envoyer, et elle essaiera de nous rejoindre en fin de séance si elle peut. Donc, voilà, je vais vous passer la petite vidéo. Elle dure 7 minutes. Bonjour, je m'appelle Inès Yabar, je suis péruvienne et je travaille avec Ensemble pour Techo. Nous sommes une structure basée à Lyon actuellement qui aide des communautés en Amérique latine en permettant des échanges avec des étudiants en Europe qui lèvent des fonds pour des projets dans des bidonvilles latino-américains, font de la sensibilisation sur la thématique de la pauvreté en Amérique latine et créer ces liens entre des étudiants qui sont soit français, soit étrangers, mais en France, et avec les personnes
dans les communautés latino-américaines. Notre travail aide une ONG qui s'appelle Techo, qui est dans toute l'Amérique latine, et nous permet d'arriver avec le même message dans le continent européen, sachant qu'il y a des associations similaires qui existent aussi en Allemagne et des bénévoles qui sont en Espagne et en Italie aussi. Donc, à travers notre travail, on essaye de communiquer justement très bien sur cette thématique de la pauvreté extrême, surtout dans plein de bidonvilles en Amérique latine. Et c'est pour ça qu'on a participé de ce programme pour améliorer la communication avec l'aide des étudiants qui a été mise en place par ESACOP avec ces étudiants de Lyon 2. Donc, j'étais en charge de suivre un groupe de jeunes et c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux. Ils étaient en 3e année de licence et ils ont pu mettre en pratique leurs connaissances en nous aidant, nous, à mieux communiquer notre mission en France. Il faut savoir que notre association existe depuis 1997 en Amérique latine, mais en France, nous sommes beaucoup plus récents depuis 2015. Donc, on est encore en train d'apprendre comment communiquer avec le public européen et surtout français. Et les étudiants nous ont beaucoup aidés dans cet aspect. Donc, ils nous ont donné des propositions de communication institutionnelle, communication pour le financement et de développement de partenariats. Donc, ils ont fait par exemple des mails types qu'on pouvait envoyer à différentes radios ou différents médias à Lyon. Et ils ont aussi revu un peu notre communication pour nous donner des suggestions de comment faire de la communication pour récupérer des fonds, qui est un des buts aussi de notre association, de pouvoir envoyer des fonds pour des projets spécifiques en Amérique latine. Ils ont d'ailleurs participé à notre campagne en décembre qui s'agissait d'aider une communauté au Brésil pour qu'ils aient de l'eau, de l'assainissement dans cette communauté. Donc, ils nous ont aidés un peu avec la communication de cette campagne qui s'est d'ailleurs très bien passée. Et pendant ces 4 mois, ils ont eu plusieurs différents groupes qui travaillaient sur différentes thématiques, mais pour faciliter la communication entre l'association et les élèves, c'était moi qui communiquais avec la leader du groupe. Donc, si j'avais une recommandation pour vous, ce serait d'avoir une personne contact dans le groupe, même si vous pouvez avoir le contact de tous les élèves si besoin. Ça aide d'avoir une personne ressource ou au besoin au moins une personne par petit pôle. Donc, comme nous avons 3 différents pôles, le pôle institutionnel, de financement et de partenariat, ils avaient un référent chacun. Et également, c'est très utile d'avoir des petits appels. Au début, on passait beaucoup de temps à envoyer beaucoup de mails l'un vers l'autre et ça prenait parfois quelques jours pour répondre puisque nous avons d'autres activités aussi. Et en fait, ça allait beaucoup plus vite si on prenait vite un appel avec un des étudiants qui avait peut-être une question. Et ça nous aidait après à vite avancer avec eux aussi. Ce partenariat nous a aussi permis de connaître d'autres associations sur le territoire lyonnais. Donc, je vous encouragerai aussi de découvrir qui sont ces autres associations. Il peut y avoir des beaux partenariats à la suite de cette activité et de ce programme. Et permettre de transmettre de la connaissance au-delà des étudiants avec lesquels vous travaillez. Et pour nous, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé dans la communication externe et de vraiment avoir une stratégie de communication jusqu'au moment où on n'avait pas encore un site web spécifique en français. Nous avions des informations en espagnol et en anglais, ce qui n'était pas très pratique, bien sûr, pour notre public. Donc, ils nous ont vraiment encouragés à faire un site web qui soit spécifique, ce qu'on a fait d'ailleurs et qui nous aide maintenant à rediriger ce public vers le site en français. Et ça nous a aussi donné un boost. Nous travaillons beaucoup avec des bénévoles et c'était comme si c'était vraiment nos bénévoles finalement. Ces jeunes qui étaient là, qui étaient disposés à nous aider. Et d'ailleurs, il y en a certains qui ont après voulu faire des stages avec nous ou qui nous ont transmis d'autres opportunités après
après ce programme. Donc, prenez vraiment le temps d'investir dans ces jeunes, de prendre leurs recommandations, de les aider aussi. Notre but, ce n'était pas qu'eux, ils nous donnent simplement de leur temps et fassent le travail pour nous, mais qu'on puisse leur montrer un peu comment fonctionnent les associations, comment travailler dans ce milieu. Et d'ailleurs, beaucoup sont intéressés à s'investir dans ce domaine. Donc, je vous encourage à faire partie de ce processus. C'était un exercice riche en échanges, en apprentissage des deux côtés, même si effectivement, pour nous, ça voulait dire que c'était un investissement en termes de temps. Mais moi, particulièrement, j'ai beaucoup appris en étant bénévole et je pense que ce sera pareil pour eux. Donc, c'est un exercice qui vaut la peine et c'est du temps qui n'est pas investi en vain, mais finalement, finira par nous aider même plus loin dans le temps. Voilà un peu mes petites réflexions. J'espère que vous allez bien aimer cette initiative cette année, que vous allez bien pouvoir apprendre. Prenez le temps de connaître les étudiants avec lesquels vous travaillez parce que ça ira très vite. D'ailleurs, les 4 mois sont passés très vite, mais ils sont très réconfortants. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis actuellement au Pérou avec aussi Techo qui existe au Pérou. Donc, si jamais vous avez la possibilité de venir nous rejoindre, que ce soit en France ou au Pérou, vous êtes les bienvenus. Mais je sais que vous avez tous des belles initiatives en France aussi et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bonne journée. Voilà, je ne retrouvais plus mon son. Voilà, donc le témoignage d'Inès Yabar. Donc, partez pas tout de suite au Pérou. On va terminer d'abord le webinaire. On la remercie donc, pour aussi ces compléments qui sont, je pense, riches et d'après moi, rien de nouveau. Donc, ces 2 témoignages, tous nos discours voilà, sont sûrement intéressants, avec des éléments intéressants, mais ces témoignages sont vraiment riche. Merci beaucoup à eux d'avoir témoigné. On va passer donc aux échanges, si vous le voulez bien, donc, ou aux questions. Si vous avez des questions, donc vous avez plusieurs solutions. Vous avez évidemment le volet discussion. Vous pouvez aussi lever la main si vous n'osez pas prendre la parole directement ou prendre la parole. Je vais peut-être, donc en attendant, les premières. Est-ce que quelqu'un veut peut-être intervenir? Je vais aussi réafficher le nuage de mots parce que j'ai vu qu'il avait été complété. Est-ce que quelqu'un souhaite déjà intervenir? Est-ce que Dana veut dire 2 mots suite au témoignage? Oui, peut-être juste 2 mots pour remercier également aux collègues qui ont fait les témoignages parce que c'est pour nous très important et ça nous aide d'année en année à améliorer l'exercice. Donc, encore une fois, merci. Merci, Dana. Je repartage rapidement le petit écran là, pendant que peut-être certaines personnes réfléchissent à certaines questions ou interventions. Donc, vous voyez, vous devez voilà, voir un peu le nuage de mots qui… voilà, en fait, j'avais prévu une deuxième question. Qu'est-ce que la communication au service de la solidarité internationale? Mais je pense que je ne vais pas la diffuser parce que, voilà, je vois que déjà, cet écran est quand même très significatif de notre communication avec des valeurs de la communication dont on parlait, avec voilà, certaines valeurs, un certain…
Alors, est-ce que quelqu'un a des questions ou souhaite intervenir? On peut aussi, alors je vous montre là pendant que je suis en partage d'écran, comme ça après. On a remis à jour la page, donc ça y est, vous pouvez voilà, commencer à remplir le formulaire pour les personnes qui souhaitent franchir le pas. Après, évidemment, début septembre, il y aura, voilà, on vous recontactera pour confirmer des deux côtés la participation au dispositif. Je vais vous mettre le lien dans la discussion. Vous n'avez pas de questions? Tout est très clair? Ou d'intervention? Peut-être déjà des idées de mission que vous pouvez communiquer? Moi, je veux bien intervenir. Oui, avec plaisir. Sur la manière dont ça se passe, en fait, en termes de calendrier, enfin, comment est-ce qu'on travaille avec si on est retenu pour cet accompagnement, comment est-ce que se passe le travail dans le temps, dans la durée? Est-ce qu'il faut, enfin, combien de temps il faut consacrer à ça? Parce que, en gros, moi, je m'occupe du CEFREPAD, qui est une association scientifique et technique. Notre gros problème de base, c'est qu'on a pour vocation justement de communiquer, de renforcer les compétences. C'est quelque chose qu'on fait très, très mal. Donc, il faut absolument qu'on arrive à faire changer ça, parce qu'on ne répond pas à notre vocation première, qui est d'échanger avec des partenaires, de renforcer les compétences. Donc, il faut absolument qu'on fasse un travail assez lourd, je pense, en termes de communication. Mais si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est par manque de temps de la plupart des gens. Donc, je voulais savoir à quoi ça engageait en termes de disponibilité. Je comprends bien que les jeunes ne peuvent pas inventer la matière, le contenu, ils ne peuvent pas faire le travail complètement pour nous. Mais est-ce que les personnes, le retour d'expérience qu'il y a avec les autres associations, est-ce que ça les a beaucoup sollicités pendant ce travail-là? Dans quelle mesure? Alors, c'est une très bonne question. Je vais commencer par répondre si Dana veut ajouter quelques mots. Mais au niveau, donc effectivement, on met cette note d'attention envers les structures de la disponibilité. Après, cet exercice est quand même, il y a une certaine souplesse. On vous invite vraiment à suivre en fait nos préconisations au niveau des étapes, parce que justement, ça aide à gagner du temps et à avoir quand même un travail concret, même si on n'a pas énormément de temps. Et puis, l'autre point en fait qui peut revenir, c'est plus la réactivité que la disponibilité de temps. Les gros problèmes, enfin les problèmes, voilà, sur certains groupes, il y a pu avoir des problèmes. Ça n'a jamais été des gros problèmes, hein, c'est plutôt, et ça reste sur 1 ou 2 groupes sur les 20 structures. Mais c'était effectivement un des éléments, ça a été la réactivité en fait de la structure. C'est-à-dire que on n'est pas dans le bon timing d'un côté ou d'un autre. Et du coup, il y a un moment où les étudiants ont besoin de réponses et ils ne les ont pas, ou ils les ont trop tard dans leur cursus scolaire. Et donc ça peut poser un peu souci. Donc s'il y a des voyages de prévus ou des choses comme ça peut être un peu… Après, c'est plus, comme je dis, c'est plus de la réactivité que vraiment du temps, parce qu'on a vraiment tout type… on a eu tout type de projet, en fait. Ça dépend beaucoup de la structure, du temps qu'ils ont et du groupe d'étudiants en face. Il y a des projets où ils ont passé beaucoup de temps les uns et les autres. Il y a des projets où ça a demandé moins de temps. Il y a des actions où les étudiants peuvent travailler plus en autonomie. D'autres actions où il faut être en constante interaction. Donc, c'est là où on demande d'adapter les missions. Et c'est aussi pour ça que cette année, chaque année, en fait, on préconise une note de mission et elle est plus ou moins réalisée. Et cette année, on va l'imposer, en fait. C'est-à-dire que début octobre,
Donc, fin septembre, vous prenez un premier contact avec les étudiants, le groupe d'étudiants qui vous sera attribué. Donc, il y aura la présentation le 17 septembre, hein, ça, il faut être là à la matinée. Ensuite, donc, un groupe d'étudiants vous est attribué. Vous commencez à échanger avec le chef de projet au minimum. Puis après, c'est à votre convenance si vous souhaitez rencontrer tous les étudiants et si eux souhaitent effectivement. Mais nous, ce qu'on fait pour que ce soit plus simple pour tout le monde, c'est qu'il y ait un chef de projet qui soit responsable du contact entre vous et le groupe d'étudiants pour justement optimiser le temps. Et début octobre, on va demander donc de rédiger une note de mission par les étudiants suite à vos échanges. Et il faudra que cette note de mission soit validée des deux côtés. Comme ça, on évite les malentendus et en plus, nous, en tant qu'accompagnateur, que ce soit Rezakop ou donc moi-même ou Dana, on peut aussi donner des avis et des points de vigilance sur le fait que les missions risquent d'être trop lourdes, ça va demander trop de temps. Enfin, voilà, vous donnez quelques points de vigilance par rapport aux missions que vous demandez. Donc, c'est un peu ainsi qu'on gère. Donc, c'est assez souple, mais évidemment, il faut quand même avoir un minimum de disponibilité et de réactivité. Est-ce que j'ai… Voilà. Je voudrais juste… Mais c'est un point important, effectivement. Je voudrais juste peut-être rajouter 2 ou 3 mots. Peut-être de ce qu'on attend, nous, Amélie l'a dit, je reviens là-dessus, ce qu'on attend des structures, c'est vraiment un petit travail en amont pour l'identification des besoins en interne. Voilà. Ça, c'est important. On s'est rendu compte parce que effectivement, on peut avoir une partie d'identification des besoins après le début de l'exercice avec les étudiants, mais en amont, l'organisation, c'est préférable que l'organisation ait une réflexion préalable sur les besoins en termes de communication. Deuxièmement, je pense que c'est ce qu'on demande, donc ce qu'on attend un peu pour le bon déroulement de l'exercice, c'est qu'il y ait une personne au sein de la structure qui a la charge de suivre ce travail avec les étudiants. Assez souvent, on a un peu perdu du temps parce que la structure hésitait entre une personne ou une autre pour garder le contact avec le chef de groupe de la part des étudiants. Et donc, voilà, cet échange, s'il est bien ciblé dès le départ, je pense qu'on peut gagner du temps et on peut gagner en efficacité. Après, troisième chose, c'est que nous avons pensé renforcer le dispositif de suivi commun, Rezakop, ICOM, avec plus de contacts également avec les structures pour pouvoir leur donner des avis ou des conseils dès le début de l'exercice, mais après, tout au long de l'exercice. Parce qu'on ne le faisait pas avant, c'est-à-dire qu'on rencontrait les étudiants avec les structures, on les laissait garder les contacts, on suivait, moi de mon côté, les étudiants, Amélie avait un contact avec les structures, mais les choses, des fois, l'information, elle échappait, elle s'échappait par-ci, par-là. Et donc, du coup, on va mettre en place un dispositif par lequel, au moins 2 fois pendant l'exercice, nous allons avoir des discussions Rezakop, ICOM et la structure pour essayer d'identifier les soucis possibles et de trouver des solutions. Voilà. Merci, Dana. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Est-ce que, voilà, est-ce que peut-être plus, est-ce que du coup vous êtes intéressé pour participer à cette proposition? Est-ce que vous êtes ici par curiosité ou est-ce que vous avez déjà un intérêt assez fort pour demander, donc participer Vous avez le droit d'être ici pour information, vous avez le droit aussi. Hein, c'est pas… Oui?
Oui, en ce qui nous concerne, effectivement, nous, on est très demandeurs. Oui. On ne vient pas uniquement par curiosité. À la FIAOE existe vraiment depuis 4 ans et le problème de communication, pour nous, se pose à 2 niveaux. D'abord, le relationnel avec tous les gens qui nous entourent, qui nous suivent et qui sont là. Donc, leur faire savoir régulièrement ce qu'on fait. Ça, bon, on le fait à peu près avec un site qu'on a créé et puis des newsletters. Mais on a essayé, par exemple, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, de se mettre sur Facebook, alors qu'avec Virginie, Facebook, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas trop. Donc, on s'y est mis, mais vraiment, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire du tout. On nous dit, oui, mais il faut communiquer sur Facebook tous les jours, tous les 3 jours, tous les 8 jours, mais là, c'est 0. Et puis, la deuxième communication pour nous, eh bien, effectivement, c'est de trouver des sous. Donc, j'ai dit ça un peu brut, hein, mais comment être en relation? On a essayé avec la mairie, par exemple. On est allé voir le maire, enfin la maire de Sainte-Foy, tout ça, ça ne donne rien. On a contacté les entreprises de Sainte-Foy, ça ne donne rien. C'est très difficile pour nous de savoir comment faire et pourtant, on est persuadé qu'il y a de l'argent quelque part, mais on ne sait pas comment aller le chercher. Donc voilà, on est très, très intéressés pour faire ce travail avec des étudiants qui vont, enfin, que nous, on peut aider. Ça, c'est sûr, dans notre engagement, mais qu'eux vont nous aider. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Très bien, merci. Oui, c'est des points effectivement importants pour échanger avec les étudiants et je pense que les étudiants peuvent vous apporter pas mal de pistes de travail et de pistes d'utilisation des outils et aussi de stratégies de partenariat, de demande de financement sur les échanges. Oui, tout à fait. Moi, je veux bien reprendre la parole, donc Pascal Martel-Naquin du CEFREPAD. Oui. Nous sommes, enfin, je n'ai pas encore validé avec le bureau, mais on en a déjà parlé. On a vraiment une volonté d'améliorer nos outils de communication. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse fortement, ce partenariat. Donc, il faut juste, il faudra qu'on en définisse bien les modalités, qu'on identifie des personnes qui, au sein de l'association, pourront vraiment y travailler avec les étudiants, même s'il faut qu'on identifie une personne référente, j'ai bien compris. Pour moi, il faut aussi une équipe parce que ce sur quoi on travaille est assez complexe, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais voilà, moi, c'est pas juste par curiosité que je suis venue là, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui, je pense, serait pour nous très intéressant. Oui, je disais ça parce qu'après, ce webinaire était aussi ouvert pour commencer aussi pour toute personne qui était intéressée sur la communication, parce que je pense que les points qu'on a évoqués peuvent être vraiment intéressants pour tous. Donc, voilà, mais merci. Ok. Après, moi, je serai disponible le mois de juillet pour répondre à des questions. Et puis après, en septembre, je fais un retour sur les demandes de mission pour voir voilà, quel est comment on peut adapter les missions au mieux au cadre de l'exercice et à la fois à ses contraintes et à ses avantages pour que ce soit le plus bénéfique pour les deux parties. Merci Pascal. Je voudrais rajouter juste, vous voyez, il y a des situations très différentes d'une structure à l'autre. Et notre idée, c'est d'essayer d'adapter le type de contact et de relation avec les étudiants, avec nous, à cette diversité-là. C'est-à-dire qu'on a des structures qui ont déjà une stratégie de communication et qui ont besoin plus, soit d'une analyse, d'un audit, comme disait Guillaume, soit de conseils pour la suite, soit de réalisation d'outils un peu plus spécifiques ou de conception. Il y a des structures qui commencent à peine à réfléchir à la question de la communication. Je pense que le travail est assez souple, conçu pour être assez souple, pour répondre à ces différentes situations. Et d'où aussi l'intérêt. Parce que nous connaissons
un petit peu, nous commençons à connaître ces situations dans lesquelles c'est vrai, concevoir ou intégrer une fonction communication au sein de la structure, c'est pas chose facile. Ça nécessite un vrai travail d'identification de valeurs, d'identification des messages que nous souhaitons passer, d'identification des publics auxquels nous souhaitons nous adresser. Et donc, tout cela nécessite un vrai travail en interne qui est, c'est vrai, un peu chronophage, mais qui peut être très bénéfique aussi par la suite. Ça peut être un début. Donc, le projet, il est également, ce partenariat, il est conçu aussi comme étant une première étape ou quelque chose qui va déclencher par la suite une vraie mise en place concrète d'une stratégie de communication. Merci, Dana. Il y a quelques questions dans le chat. Ben, j'ai vu la date limite d'inscription, donc j'ai répondu. Après, j'ai pas… Pardon. Alors, le centre associatif Corrifiant, pour nous, un calendrier, mettre en place une mission en septembre 2022. Donc, ce serait plus pour l'année d'après. À propos de l'année d'après, et dans notre souci d'améliorer l'exercice, on va essayer de prolonger la durée, donc à partir de 2022, et d'organiser l'exercice sur toute l'année universitaire. Donc, c'est en cours. Hein. C'est un scoop. Merci, Dana. Après, voilà, certaines structures peuvent participer plusieurs fois. Nous, on n'est pas contre. Après, c'est vrai que s'il y a beaucoup de monde, on va peut-être privilégier plus ceux qui n'ont jamais participé. Mais voilà, pour l'instant, la sélection du fait de choisir bien des organisations qui ont quand même une mission et généralement, on n'est pas non plus… trop chargé, donc les structures peuvent participer plusieurs fois. D'autant plus si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Et puis aussi, je rajoute aussi une information, c'est en fonction aussi du nombre d'étudiants qui participent. Ce qu'il faut savoir, je pense que c'est important, c'est que nous sommes sur des effectifs énormes d'étudiants. C'est-à-dire qu'une troisième année de licence à l'Institut de la communication équivaut à, l'année dernière, je pense qu'on avait 120 étudiants. Voire plus. Non, l'année dernière, on était presque à 200 étudiants. Ouais, 200 étudiants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes de travail, il y a une équipe pédagogique qui a des moyens quand même assez restreints également, c'est-à-dire qu'on se comprend par rapport à ça. Mais malgré cela, nous arrivons à avoir des résultats positifs au niveau de chaque groupe. Donc, tout dépend également du nombre d'étudiants de l'année prochaine. Nous ne savons pas encore, mais nous estimons entre 120 et 150 étudiants pour l'ensemble de l'exercice pour l'année prochaine. Merci, Dana. Oui, c'est aussi cette augmentation qui, cette année, nous a fait opter pour un travail sur 3 axes, 3 groupes d'étudiants, avec un chef de groupe. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était quand même plus simple comme organisation et c'était encore plus souple justement pour les associations, parce que les personnes qui voulaient, selon les structures et selon les étudiants, si elles souhaitaient juste travailler de personne à personne vers un chef de projet, c'était possible. Mais c'était possible aussi si elles souhaitaient faire plus amplement connaissance selon leur disponibilité, justement, avec les autres étudiants. Et ensuite, ces 3 axes aussi, ils permettent à la fois de répondre à vos questionnements, à vos demandes de mission. Après, si vos demandes de mission
sont peut-être plus centrés sur un axe. Sur les autres axes, les étudiants vont quand même pouvoir travailler et ils vous feront des préconisations, ils vous donneront des idées, des choses comme ça. Donc, ils vous demanderont dans ce cas-là juste assez de renseignements pour pouvoir travailler sur des stratégies, mais ils pourront toujours travailler même si vous n'avez pas une mission plus précise et plus concrète au départ. Donc, finalement, ça marche pas trop mal, cette organisation, donc on va la garder. Et du coup, il ne faut pas non plus prendre peur si vous n'avez pas de demande sur un des axes, ce n'est pas problématique. Pas d'autres interventions, donc d'autres réactions? Je ne crois pas. Je n'ai pas oublié de questions dans la discussion. N'hésitez pas à me dire. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour Betty. Du coup, forcément, nous, on n'est pas là par hasard. On devait le faire une année, mais il y a eu des mauvaises circonstances. Donc, on serait ravis de pouvoir participer à ce programme, à ce partenariat. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis déjà longtemps. Et on a beaucoup développé les actions que nous menons au Togo. On a fait plein de choses entre-temps. Et on a commencé aussi la sensibilisation dans les écoles, les MJC, par rapport à ce qu'on fait là-bas, au Togo. Donc, là, je pense que ça serait la cerise sur le gâteau de pouvoir avoir la contribution des étudiants sur notre communication. Voilà. Super. Donc, merci, l'affiche est déjà remplie, l'affiche est déjà renvoyée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, il n'y a plus qu'à et voilà. Donc, merci en tous les cas de reproposer ce partenariat. Parce que je pense vraiment qu'on peut, à notre niveau, en étant dans la solidarité internationale, je pense qu'on peut apporter des choses vraiment intéressantes aux étudiants. Et effectivement, eux aussi peuvent vraiment nous apporter des choses, on va dire, auxquelles on ne peut même pas penser, parce qu'on est plongé chacun dans son domaine. Et du coup, quand on arrive à croiser nos connaissances ou nos acquis, et ça donne vraiment des belles choses. Donc, c'est cool. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je t'en prie. Oui, n'hésitez pas à remplir le formulaire, hein, il est assez simple. Vous pouvez, plus vite vous le remplissez et plus vite on peut vous faire aussi des retours. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions, à me poser des questions, donc à Resacop, pour avoir plus d'informations ou même avoir un petit rendez-vous téléphonique pour voir si votre idée peut convenir, si vous avez des doutes. De toute façon, on aura un échange pour ceux qui s'inscrivent, donc début septembre. Au niveau de la distance, je n'ai pas eu la question, mais c'est vrai qu'on pose souvent la question de la distance. Est-ce que si on n'est pas sur lieu, on peut quand même participer? On est obligé de voir les étudiants en présentiel. Donc, non, il y a des projets qui se passent très bien à distance. Nous, ce qu'on demande, après, c'est sûr que c'est toujours plus sympa de rencontrer les étudiants, mais si ce n'est pas possible, les choses sont possibles à distance. Ce qu'on demande, c'est d'être présent donc, le vendredi 17 septembre au matin, où il y aura deux créneaux en fait, pour présenter les différents projets aux étudiants qui eux-mêmes découvriront le dispositif ce jour même. Des fois, ils sont un peu déboussolés par le format et le nouveau, ce type d'exercice. Mais du coup, c'est intéressant qu'ils soient là à l'écoute de vos projets pour voir un peu quel monde on leur propose et comment ils vont pouvoir travailler avec vous. Donc, c'est un peu le seul présentiel qui est vraiment obligatoire. Après, bien évidemment,
on vous invite à être présent aux représentations finales, parce que c'est toujours quand même sympa de pouvoir voir la présentation des étudiants qui ont travaillé avec vous, qui était début janvier cette année, et je verrai avec Dana quelles sont les dates pour l'année prochaine. On vous communiquera très vite. Voilà, si personne, voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou des remarques, mais autrement, je pense qu'on va pouvoir se quitter à l'heure malgré le retard qu'on a pris au tout début. Et l'orage est fini chez moi, il n'y a plus de pluie. Voilà, l'orage a éclaté au bon moment à l'entrée, mais maintenant c'est terminé. Merci pour cette réunion d'information en tout cas. Merci, et merci à vous tous pour votre écoute. Et on reste disponible. Et merci beaucoup aussi aux intervenants et intervenantes. C'était très intéressant. Merci. Merci. Merci, merci. À très bientôt.